À la une du débrief cette semaine, on va évidemment revenir sur la panne Orange, mais aussi sur une affaire d'espionnage international ou encore la polémique sur la redevance pour la copie privée. Pour débriefer, nous avons donc en visio Tariq Krim, un des entrepreneurs français emblématiques du web. Il a notamment été le fondateur du site NetVibes, également de Jolly Cloud, et il est actuellement à la tête de Polite One, qui est une plateforme qui veut permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leur vie numérique. Bonjour Tariq. Avec Bonjour. moi également en plateau, Christophe Holnet, président de l'entreprise Deep Tech d'Athena, senior advisor chez Apax Partners, l'un des fonds européens de private equity. Bonjour à tous les deux. Donc, Bonjour. On va démarrer avec cette actualité de panne massive sur les numéros d'urgence. Ce sont les appels vers le SAMU, les pompiers, la police, via des numéros courts qui ont été perturbés partout en France dès 18h hier, enfin mercredi, jusqu'à minuit. Le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoquait 3 morts potentiellement liés à cette panne. On en serait aujourd'hui à 4 avec un enfant de 28 mois. Alors le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a évidemment été convoqué tout de suite au ministère de l'Intérieur. Il a présenté les excuses d'Orange à toutes les personnes qui ont été victimes de ce grave dysfonctionnement. Mais en revanche, on est toujours à la recherche de la cause racine. On l'écoute. Il faut un peu de temps pour comprendre. On a déjà écarté un certain nombre d'hypothèses. L'opération c'est de pas une maintenance, attaque, par exemple. non, c'est pas une attaque. Ça, c'est très important. Et 2, l'opération de maintenance, j'ai beaucoup entendu dire que c'est l'opération de maintenance. Non, Non plus. c'est pas une opération de maintenance. C'est une défaillance logicielle. Alors quand on entend Stéphane Richard, on imagine dans la situation dans laquelle il est, c'est très très compliqué. Christophe Holnet. Oui, je pense qu'effectivement, là, la situation est très compliquée pour le PDG et pour Orange en général. Je pense qu'il faut aussi se garder de commentaires, si ce n'est de dire qu'effectivement, il y a eu certainement un impact fort, et y compris potentiellement des morts. Je crois que ça va relancer le débat sur la vétusté de certaines infrastructures qui restent en fait dans le vieux système analogique, avec un système numérique qui se déploie et probablement des investissements insuffisants qui ont été faits. Parce que ce qu'on a découvert finalement, c'est qu'Orange était en charge de la plateforme qui traduit les appels courts, enfin qui repose donc sur le 15, le 17, le 18, sur des chiffres à des appels à 2 chiffres, pardon, et que cette plateforme doit les traduire en chiffres à 10 chiffres pour localiser aussi les transferts. Ça passe par des routeurs, mais donc ça passe par une plateforme logicielle, et c'est là que se situerait le problème. Oui, c'est un logiciel qui fait le pont en fait entre un système des grandes plateformes qui est, comme je disais tout à l'heure, encore sur le vieux réseau RTC, et puis un système qui est basé sur les technologies numériques, Internet, et il y a ce pont qui est nécessaire, qui devait d'ailleurs à terme disparaître. Donc ce qui est surprenant, c'est que une erreur logicielle, des logiciels qui fonctionnent depuis des années, quand on n'y touche pas, généralement ça continue à fonctionner. Surtout là, il y a eu une panne simultanée de 6 serveurs, dont 3 étaient en redondance. Donc on a du mal à imaginer qu'il n'y ait pas quelque chose qui s'est passé dans l'environnement logiciel pour le faire. Donc ça, je pense que c'est ce que donnera, sont les résultats que donnera l'enquête probablement. Moi, des informations que j'ai eues, visiblement, il y a quand même eu une opération en début de journée, une opération logicielle qui a été effectuée sur la plateforme, qui normalement ne cause aucun problème, et qu'ensuite ils ont constaté un engorgement sur certains routeurs. Il y a toute cette période où les routeurs n'ont pas été tout de suite relancés parce que des appels continuaient à arriver. Tariq Krim, une réaction là-dessus ? Oui, bonjour déjà. Je dirais que ce sont des choses qui ne devraient jamais arriver. Je crois d'ailleurs que c'est jamais arrivé à ce niveau. C'est ce qu'a dit Stéphane Richard, oui, ce n'est jamais arrivé. Oui. Et aujourd'hui, évidemment, en plus, c'est ce genre de choses, en plus, c'est du pénal, donc c'est quelque chose de très inquiétant de se dire que notre vie tient à des outils informatiques qui, à mon avis, ne sont pas forcément maintenus tels qu'ils devraient l'être. Je crois que ce que ça montre aussi, c'est qu'il y a une perte de compétences sur tous les sujets d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on dit toujours, il faut du nouveau logiciel, il faut basculer sur des choses nouvelles qu'on maîtrise moins, sur lesquelles on n'a quasiment plus d'ailleurs aucune souveraineté, puisqu'on parle si j'ai bien compris, d'une base de données d'un prestataire américain dont la mise à jour n'aurait pas fonctionné.
Ça montre aussi qu'il y a un manque d'ingénieurs à la tête des boîtes de technologie et qu'aujourd'hui, on a essentiellement des communicants qui nous expliquent après pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Et je voulais redonner un exemple assez amusant, c'est que les lanceurs nucléaires américains continuent d'utiliser ces disquettes 8 pouces. Justement, on n'a pas voulu mettre à jour cette informatique stratégique de défense, justement pour ne pas l'exposer à des systèmes de hacking. Et donc, on a préféré, comme j'entendais tout à l'heure, utiliser quelque chose qui marche bien et qui fonctionne bien, devrait être maintenu. Et il faut faire toujours très attention, surtout dans un domaine d'urgence, de vouloir mettre à tout prix, toujours tout à jour avec la dernière version. Ce n'est pas forcément un gage de sécurité. Bon, on précise quand même que l'enquête est toujours en cours sur la cause. Une réaction, David Bavrez, quand vous découvrez ça? Moi, je vais un peu élargir le débat. Venant d'Asie, ce qui me frappe, c'est les investissements dans les infrastructures et le sous-investissement européen. Je lis dans la presse la semaine dernière, un opérateur en France se demande s'il y a de la demande pour la 5G. Shanghai a construit déjà 50 000 stations de base, qui est l'objectif de la France en 2025. China Mobile vous dit les volumes par abonné vont faire x10 d'ici 2025. Donc, c'est ça qui est toujours frappant. C'est par l'infrastructure qu'on pourra développer tous les services et la croissance économique. Bon, alors on continue avec un sujet infrastructure d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une affaire d'espionnage de responsables européens par les États-Unis depuis le Danemark. L'information est sortie par une enquête de la télévision publique danoise, Danmarks Radio, qui a révélé donc que les États-Unis utilisaient les câbles sous-marins danois, ou alors quelques bretelles qui auraient été créées exprès pour ça, je ne sais pas, pour écouter donc des personnalités de 4 pays européens. Alors, les affaires d'écoute, d'espionnage, c'est pas non plus une grande surprise. Là, ce qui frappe, c'est quand même qu'il y aurait une complicité finalement d'un de nos alliés européens. Oui, en fait, je crois que personne n'est naïf. On sait très bien que les écoutes existent, à la fois du côté des Européens, des Américains, des Chinois. Personne n'est dupe là-dessus. Ce qui est très choquant en la matière, c'est que les Américains aient utilisé une porte d'entrée qui est un pays de l'Union européenne. Donc, je pense que c'est très choquant de ce point de vue sur un minimum de solidarité européenne qu'on pourrait attendre en la matière. Et et ça en dit aussi beaucoup sur... Alors, quand on accède quand même directement aux informations qui passent par les câbles sous-marins, c'est énorme. Parce qu'il s'agit à la fois de communication téléphonique, mais de tout l'Internet qui passe par ces câbles. Bien sûr, c'est toutes les communications, tout cet environnement cloud, tout cet environnement numérique, au final, ce sont des signaux qui traversent des câbles. Donc, se brancher sur le câble et écouter, oui, c'est effectivement une énorme possibilité. Et donc, ça soulève aussi des questions de souveraineté sur la sécurisation des communications au sein de l'Europe. Mais en l'occurrence, là, il y a aussi un autre élément qui est un cheval de Troie au sein de l'Union européenne, qui malheureusement en est trop coutumière. Tariq Krim, une réaction là-dessus ? Oui, mais, comme vient de le dire mon autre interlocuteur, c'est assez classique en fait. On a régulièrement des histoires d'espionnage. Là, la méthode est un peu différente. Le fait que le Danemark, on a appris d'ailleurs que le Danemark était impliqué dans des accords avec les services de renseignement américains. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça sort aujourd'hui ? Pourquoi ces informations sont mises à la disposition du public ? Et surtout, au-delà de la question de la souveraineté, on peut se poser aujourd'hui aussi la question de savoir dans quelle mesure la relation entre les États-Unis et l'Europe sur les questions numériques, puisqu'il est question pour Biden notamment de créer ce qu'il appelle une forme d'OTAN numérique, une sorte d'ombrelle dans laquelle on intégrerait les États européens et pour lesquels les GAFAM seraient une des plateformes de protection. Quelles vont être ces relations, surtout au moment où le débat sur la souveraineté numérique est très présent ? Et ça pose la question aussi du contrôle et de la maîtrise qu'on a de l'arrivée de ces backbones sur le sol européen. En l'occurrence, ça passe beaucoup par la France, puisque nous, on a une arrivée directe depuis l'Atlantique ou la Méditerranée. Bien sûr, on est évidemment ouvert sur l'international et on a effectivement un océan devant nous, donc on est évidemment un nœud. Il faut l'être pour avoir accès justement à un niveau
de rapidité d'échange d'informations. C'est un élément essentiel d'avoir un Internet rapide. Mais de regarder le contrôle. Voilà, mais ceci étant, je pense qu'au sein de l'espace européen, on pourrait imaginer qu'il y ait un système de communication qui soit isolé. Et en l'occurrence, encore une fois, c'est le Danemark, apparemment, et de ce que nous apprenons aujourd'hui, qui a permis aux Américains d'écouter des conversations auxquelles ils n'auraient pas eu accès. Alors, il y a un projet d'ailleurs de Thierry Breton de créer un réseau ultra sécurisé qui repose sur le quantique pour les communications intra-européennes, mais ça ne résoudra pas le problème des communications internationales. Non, mais ça, mais c'est vrai aussi vis-à-vis de la Chine, c'est vrai vis-à-vis des États-Unis. Et voilà, on n'a pas encore d'affaires sorties d'ailleurs d'espionnage de la Chine vers l'Europe. Parce qu'ils ne sont pas encore fait prendre. Ils sont meilleurs en tech. Très bien. On va enchaîner avec autre sujet polémique. C'est celui qui adresse la redevance pour la copie privée. Il ne faut pas dire taxe. J'ai mis taxe dans le titre parce que c'est plus court. Mais il s'agit d'une redevance qui est appliquée donc, aux supports de stockage qui sont présents dans les appareils électroniques. C'est payé par les fabricants, mais évidemment, ça se reporte sur le prix de vente et donc sur les consommateurs. Et là, Copie France, donc, qui est le collecteur de cette redevance et qui reverse ensuite l'argent aux ayants droit, est vent debout contre un projet qui sera présenté à l'Assemblée nationale le 10 juin, qui propose d'exonérer les appareils électroniques qui sont reconditionnés. Quel est votre... On a déjà évoqué ce sujet avec Éric Bothorel la semaine dernière, mais cette polémique ne fait que enflé. Il y a tout le monde de la culture qui se mobilise autour de ça. Quelle est votre opinion là-dessus, Christophe Holnet? Moi, mon opinion, c'est qu'il faut encourager le recyclage. Les appareils numériques représentent, suivant les études, environ 50% de l'empreinte carbone du numérique. Donc, la capacité à pouvoir revendre, repackager, reconditionner est un élément de réduction de l'empreinte carbone. Le deuxième élément, c'est que cette filière permet un accès à des tarifs plus abordables de smartphones assez récents finalement, parce que beaucoup de gens se séparent de leur téléphone au bout de 2 ans. Donc c'est un élément aussi de réduction de fracture numérique. Et la troisième chose, c'est qu'on a un savoir-faire en la matière. On a quelques sociétés qui réussissent remarquablement. Back Market a récemment fait une levée de fonds de 276 millions de dollars sur une valorisation de plus d'1 milliard. Donc on se dit... il y a toutes les raisons d'encourager cette filière. Donc pourquoi venir avec une taxe Je comprends copie privée, les ayants droit, mais elle a déjà été réglée, elle a déjà été payée, puisque 80% des téléphones qui sont reconditionnés sont été achetés en France. Donc il y a déjà une taxe qui a été prélevée. Donc il ne s'agit pas d'enlever quelque chose à Copie France, mais il s'agit d'une perte de redevances additionnelles, si je puis dire. Donc je crois qu'il faut... Alors là-dessus, Copie France dit c'est pas une double redevance qui va être payée, parce finalement, cette redevance n'est pas liée tellement au matériel, mais plutôt à l'utilisateur, à l'usage qu'il fait, puisqu'il s'en sert pour faire des copies. Tariq Krim. Oui, écoutez, ce débat est un débat qui existe depuis toujours. Je me rappelle en 2004, on avait une vraie discussion autour du droit à la copie privée au moment où on intégrait ces technologies qu'on appelait les DRM, donc qui empêchaient la copie. Et donc on était face à un paradoxe où d'une certaine manière on nous disait vous devez payer ce droit à la copie, mais en pratique vous n'avez pas la capacité de copier la musique que vous achetez légalement ou sur l'Internet. Et aujourd'hui, je dirais que le vrai débat aujourd'hui, c'est de se poser la question des supports. Dans un monde où le streaming est devenu le mode principal de consommation, est-ce que ça a encore du sens de stocker de la musique sur son téléphone? Est-ce que ça a donc du sens de taxer les téléphones, d'ailleurs qu'ils soient récents ou de seconde main? Et derrière ça, il y a une question plus importante, à mon avis, et qui est majeure, qui est quel va être le financement de la culture. D'une certaine manière, on a eu un système de financement passif, que ce soit avec le CNC, en achetant un billet, une partie de l'argent financé, ou Canal+, en amont, et que ces mécanismes aujourd'hui sont déstabilisés par l'arrivée d'acteurs comme Netflix, comme l'arrivée de Spotify, du streaming. Et donc, effectivement, derrière ça, il y a aussi la question qu'il faut se poser de savoir quand est-ce que nous arriverons à trouver des moyens plus actifs de financer la culture et pas uniquement reposer sur des moyens passifs. David Bavret, sur la redevance pour copie privée,
Bon, c'est une façon de réguler le marché du numérique qui a chahuté cette industrie culturelle, mais est-ce que c'est la bonne façon? Non, pour moi, les États-Unis inventent, la Chine innove et l'Europe taxe. Donc, c'est pas en taxant les génies qui inventent l'économie circulaire qu'il y a suffisamment de rentes historiques en France à taxer. Commençons par toutes ces rentes historiques et ne taxons pas les entrepreneurs géniaux qui nous inventent l'économie circulaire. En tout cas, si on s'oriente vers une négociation, il faudra aller vers quoi, selon vous, Christophe Holnet? Oui, mais on voit déjà, là, aujourd'hui, il y a un début de négociation, puisqu'on parle d'une redevance qui est très nettement réduite pour les téléphones recyclés. On parle de 7 €. Alors, les acteurs du recyclage disent que c'est beaucoup trop. Peut-être que la façon de faire serait d'avoir un seuil en fonction du prix de vente de l'appareil. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je pense que c'est la direction que cela prend. On termine avec la stratégie de Huawei depuis les sanctions de l'administration américaine. C'était à l'été 2020. Donc Huawei reprend du poil de la bête. Là, lors de sa conférence, il a présenté un système d'exploitation puisqu'il ne peut plus mettre d'Android dans ses smartphones. Il a créé Harmony OS. Est-ce que on peut encore imposer un OS aujourd'hui dans le monde des smartphones face à Android et iOS? Pour l'instant... On n'a pas vu de réussite dans le domaine. Aujourd'hui, 80% des téléphones ont le système Android et le reste est essentiellement iOS, Apple. Et en fait, il n'y a pas eu de réussite à ce jour de troisième App Store. Bon, c'est sûr que là, Huawei avait une situation d'urgence puisqu'ils ne pouvaient plus utiliser Android de Google. Ils ont développé un nouvel OS en 18 mois, ce qui est remarquable en investissant de façon massive, qui est un dérivé d'Android. Mais un OS n'a jamais fait le succès d'un téléphone. Ce qu'il faut, c'est l'univers d'applications disponibles. Et donc là, il faut qu'ils sortent d'un cercle vicieux qui consisterait à avoir un operating system sans avoir d'application, qui fait qu'il y a... Parce que s'il y a des applications, il y a des utilisateurs. S'il y a des utilisateurs, il y a des applications. Donc il faut amorcer ce cercle vertueux qui consiste à avoir des parts de marché qui grandissent. Alors maintenant, la question, c'est... Il faut bien noter qu'en Chine aussi, cette sanction ne concernait que Huawei, mais pas d'autres acteurs comme Xiaomi ou Oppo. Donc la question, c'est est-ce que le gouvernement chinois va pousser pour faire de cette version nouvelle version Android, le standard en Chine, au risque d'en faire un élément d'un écosystème encore plus indépendant, mais d'obérer son succès à l'international. Je ne vais pas poser la question tout de suite à notre grand invité du jour, David Bavres, parce qu'on va le faire dans quelques instants dans la grande interview. Juste un mot, Tariq Krim, sur Huawei. C'est encourageant en même temps de voir qu'on crée un système d'exploitation. Oui, c'est un sujet auquel je me suis... que j'ai aussi tenté de résoudre il y a quelques années, et c'est très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, Harmony OS, c'est fondamentalement juste un Android sur lequel on n'a pas le droit de faire tourner les applications Google. Or, les applications Google sont ce qui fait la valeur. C'est Google Maps, c'est Google Calendar, Gmail. Et donc, se posera la question, alors en Chine, c'est moins un problème, mais à l'étranger, est-ce qu'on peut développer aujourd'hui des services sans avoir les applications d'Apple et les applications de Google? Je ne parle même pas du système d'exploitation. Il semble que ce soit impossible et on va voir jusqu'où nos amis de Huawei vont aller. Il faut rappeler que Samsung a essayé de faire un peu la même chose avec un système d'exploitation qui s'appelait Tizen. Et finalement... Tariq, on ne va pas avoir le temps de revenir sur les autres expérimentations. Merci beaucoup. C'est vrai que on voit que le challenge il est quand même difficile à relever. Merci Tariq Krim, désolé de vous couper comme ça. On reparlera d'autres sujets de système d'exploitation ensemble. Tariq Krim de Polite One et Christophe Holnet d'Apax Partners et d'Athéna. Donc juste après la pause, je vous donne rendez-vous pour la grande interview de David Bavrez.